Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 15 heures. À la une aujourd'hui, une conférence des présidents s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de l'Assemblée nationale. Et en France, la primaire de la droite a été largement remportée par François Fillon. Il l'a emporté avec 66,7% des suffrages contre à peine 33,3% pour Alain Juppé. C'était donc le sommaire. Merci d'être avec nous pour suivre cette édition de la mi-journée. Une conférence des présidents s'est tenue aujourd'hui, lundi 28 novembre, dans les locaux de l'Assemblée nationale, placée sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamad. La séance de travail a vu la participation de deux vice-présidents, du président du groupe parlementaire RPP, des présidents des différentes commissions permanentes et du rapporteur général du budget du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Le Premier ministre et les ténors de l'Assemblée nationale se sont penchés en premier lieu sur la transmission à la Commission législation et administration des projets de loi, en l'occurrence celui du portant sur réorganisation du secrétariat d'État chargé des affaires sociales et le projet de loi relatif à l'organisation du ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Les participants ont aussi discuté en second lieu de deux autres textes à soumettre aux parlementaires de deux autres commissions. Il s'agit du projet de loi numéro 163 portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2014 que doit examiner la commission des finances, de l'économie et du plan. Enfin, le projet de loi numéro 165 portant ratification d'un accord de prêt pour le programme de gestion des eaux et des sols qui a été transmis donc à la commission des affaires étrangères. Au terme de la conférence des présidents, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a informé le Premier ministre de la mise sur pied prochaine d'une commission d'information parlementaire pour s'enquérir de l'état d'avancement de la route Tajoura-Balhou. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait parvenir aujourd'hui à la presse un communiqué portant donc sur les résultats et conclusions du 16e sommet de la francophonie qui a eu lieu à Antananarivo, Madagascar, du 26 au 27 novembre dernier et auquel donc le président de la République, Ismaël Marguelé, a participé. Le 16e sommet a été précédé d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Au cours de ce 16e sommet, plusieurs questions d'intérêt commun ont été au menu des discussions, notamment les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, les valeurs francophones au service d'une mondialisation harmonieuse et d'un monde plus stable, face aux nombreuses menaces qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité du monde, précise donc le communiqué. Les pays membres ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer davantage à l'enracinement d'une culture démocratique et d'institutions légitimes, crédibles et ancrées dans l'état de droit, condition d'une vie politique et sociale apaisée. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères donc ajoute les États membres se sont engagés à mettre en œuvre une coopération accrue, des cadres juridiques et institutionnels pertinents tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité et intensifier leurs efforts pour prévenir et combattre le trafic de migrants, éradiquer la traite des êtres humains et lutter contre l'exploitation des personnes, en particulier les femmes et les enfants. La demande d'adhésion de l'Arabie Saoudite en tant que pays observateur a également été au centre des débats de ce 16e sommet d'Antananarivo. La République de Djibouti a apporté son plein soutien à la demande d'Arabie Saoudite d'être admise en tant que pays observateur. Djibouti estime donc totalement légitime cette demande. Notre pays se félicite du soutien apporté à cette candidature par une majorité des pays membres de la francophonie en reconnaissance notamment de la contribution significative consentie par ce pays frère en faveur du développement économique et social de plusieurs États membres de la francophonie, notamment des pays africains et arabes. La République de Djibouti tient donc à exprimer ses regrets face aux réserves exprimées par d'autres États membres. Si l'acceptation de la requête saoudienne a été repoussée au prochain sommet, cela n'enlève donc rien à la légitimité de cette
candidature. Fin de citation. Le Conseil national du travail et de la sécurité sociale a achevé aujourd'hui des travaux de réflexion qui ont duré donc 2 jours. La séance de clôture a été donc présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samiré. Ces travaux du Conseil national du travail et de la sécurité sociale permettent une fois par an d'engager un débat ouvert entre partenaires sociaux afin de confronter les différentes idées et expériences pour aider les autorités concernées à trouver des solutions au sous-emploi des jeunes. Le nouveau code du travail et les activités des agences privées d'offres d'emploi ont été amplement discutés. Étaient présents à la clôture de cette réunion annuelle du Conseil national du travail, outre le secrétaire général Abdallah Mohamed, la directrice du travail et d'autres donc personnalités étaient présents. Qui fait travailler. Donc, à l'ordre du jour, il y avait beaucoup de choses dans un point qui concerne les APE, qui sont des opérateurs qui ont accompagné la promulgation du Code du travail et la libéralisation du marché du travail, qui nécessitaient un encadrement juridique, un renforcement de leur encadrement juridique. Et donc, il y a un décret qui est à l'ordre du jour de cette séance, sur lequel les partenaires sociaux ont travaillé et se sont prononcés pour améliorer dans le sens d'une meilleure régulation de ces opérateurs du marché de l'emploi. Actualité de ce 15h, cette cérémonie donc qui vise à lancer officiellement une formation des soins d'urgence cardio-respiratoires et traumatologiques qui a eu lieu ce matin à l'Institut des études supérieures de santé, l'ISS. Cette nouvelle formation est le fruit d'une politique donc cherchant à innover et à renforcer les services sanitaires du pays. Elle prend exemple des initiatives canadiennes en la matière. Cette formation sera assurée avec des institutions de santé canadiennes et avec des médecins et des urgentistes de l'hôpital de Gatineau et d'Ottawa. 2 formateurs bénévoles canadiens se trouvent donc d'ailleurs parmi nous. Ils ont fait le déplacement du Canada. Il s'agit en l'occurrence du docteur Gardmore et docteur Montgomery George. L'objectif de cette formation est de permettre aux différents médecins et infirmiers œuvrant dans les différentes urgences du pays d'être plus performants dans la prise en charge des patients et d'adultes, d'enfants victimes des accidents cardiovasculaires. À l'ordre du jour de la formation, les voies et moyens d'établir rapidement un diagnostic lors d'un arrêt cardiaque respiratoire ou de savoir donc administrer les soins appropriés lors d'une telle situation. Et de les former surtout en urgence, surtout que nous disposons d'un matériel de haute fidélité. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'a déjà dit avant moi, nous sommes le 4e pays en Afrique à disposer de ce matériel. Donc je vous dis la bienvenue, bonne formation et revenons-nous le plus souvent possible. Et même toutes les autres institutions du pays peuvent venir ici et avoir la même formation à l'ISSS. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. On se retrouve dans quelques instants. Merci donc de nous rejoindre pour la suite de cette édition de 15h. De son côté, la directrice générale de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Hana Farah Assoué, a rappelé que cette formation fait partie de la politique de la CNSS qu'elle accorde pour les soins en urgence. La CNSS vise à devenir leader pour les soins d'urgence au niveau national, a-t-elle indiqué. En ce qui concerne cette formation, la directrice a indiqué qu'elle a invité des médecins des différents corps constitués de l'armée et de médecins des structures publiques de la capitale. Pas seulement les médecins de la CNSS qui vont bénéficier de cette formation, on a également invité tous les médecins des autres structures de santé désireux de participer et de bénéficier de cette formation, sont invités à prendre part à cette formation. Au niveau de la CNSS, on s'est placé, on veut en faire une spécialité importante au niveau de la CNSS et s'est placé comme le leader national, comme j'ai toujours dit. Profitez-en de cette formation pour pouvoir être en mesure de sauver des vies. La prise en charge dispensée durant la première heure en cas de traumatisme ou d'urgence vitale est cruciale. Donc j'espère que cette formation vous sera
d'une utilité et que vous pourriez, comme on a toujours fait, encore et encore, sauver des vies humaines. Je remercie vivement la directrice de l'USS pour nous avoir ouvert ces centres de formation avec tous, en mettant à notre disposition les équipements nécessaires pour pouvoir dispenser cette formation. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette formation à l'égard des médecins. Suite à la réunion présidée par les 3 ministres dans le bureau du ministère de la Santé, ensemble donc des activités conjointes ont été menées ce matin dans le quartier 7 et Al-Hiba pour évacuer les eaux stagnantes avec des moteurs d'eau et l'élimination des moustiques, des mouches et d'autres vecteurs donc apparents. Des produits de désinfection ont été donc dépêchés par l'Institut national de santé publique de Djibouti. L'objectif de ces activités conjointes était d'impliquer tous les départements concernés par la stagnation des eaux de pluie pour efficacement les pomper et le mettre hors des artères des routes. La saison des pluies est une période où les mouches et les moustiques, qui sont les principaux vecteurs des maladies diarrhée et du paludisme, sont donc récurrentes. Notons toutefois qu'à travers ces interventions, l'Institut national de santé publique et les autres départements visent à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et de réduire l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer des éventuelles épidémies. Page nécrologie. À présent, nous avons appris avec regret le décès de feu Saïda Ahmed Olo, qui est donc la mère de notre collègue technicien à la radio-télévision nationale, Mohamed Adan Talan. La défunte laisse derrière elle 4 enfants et 8 petits-enfants. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision adressent donc leurs sincères condoléances à leurs collègues. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. L'actualité à travers le monde à présent, François Fillon remporte largement donc la primaire de la droite française. François Fillon a recueilli 66,7% des suffrages contre à peine 33,3% pour Alain Juppé. Il représentera donc le parti des Républicains lors de la présidentielle de mai 2017. L'ancien Premier ministre François Fillon avait déjà largement remporté le premier tour. Soutenu par les catholiques, il promet de supprimer 500 000 postes dans la fonction publique. Une fois les résultats annoncés, le vainqueur a déclaré, je cite, « Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français avec mon projet, avec mes valeurs et progressivement j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Voilà pourquoi ce soir je tends la main à tous ceux qui veulent servir notre pays ». Fin de citation. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avait un programme plus centriste, mais il a à peine obtenu 5 points de plus qu'un premier tour. Les électeurs de gauche ne sont pas déplacés en masse. Comme je m'étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle et la victoire en mai prochain, a déclaré Alain Juppé. La participation a été encore plus importante qu'au premier tour où elle avait dépassé la barre de 4 millions de votants. Le président socialiste sortant, François Hollande, doit annoncer cette semaine s'il se présente ou non à sa propre succession. En Syrie, cette fois, les forces alliées au régime syrien, essentiellement composées des miliciens chiites, iraniens, libanais, irakiennes, pakistanaises et afghanes, sont parvenus à reprendre aux rebelles 2 quartiers à l'est de la ville d'Alep. Cette ville martyre a été intensément soumise aux raids aériens des avions russes et au bombardement de l'artillerie lourde, n'épargnant ni hôpitaux, ni écoles, ni boulangeries ou marchés publics. La ville d'Alep est devenue une nouvelle grosse nid et toutes sortes de bombes ont été utilisées contre les civils pour les contraindre à quitter la ville, y compris des bombes au napalm et au phosphore blanc. Après avoir donc conquis samedi le plus grand quartier de la partie rebelle d'Alep-Est, le régime syrien a repris hier le contrôle de Jabal Badro et de Badin, 2 nouveaux quartiers clés de la ville. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, cette avancée du pouvoir syrien constitue une percée majeure dans son offensive pour reprendre la totalité de la 2e ville de Syrie.
Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques petits ponts 15h30 sur Télé Djibouti. Merci donc de nous rejoindre pour les minutes de focus avec nous sur ce plateau. La directrice du travail, Madame Ikram Awale Farah. Bonjour. Bonjour Ali. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous avons parlé du Conseil national du travail et de la sécurité sociale qui a achevé donc aujourd'hui ses travaux de réflexion qui ont duré pendant donc des jours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, première question très facile, pouvez-vous nous donner la définition du CONTES et donc ses missions et son rôle? Effectivement, merci Ali de m'avoir invité à ce plateau. En fait, le Conseil national, c'est le Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, appelé sous la dénomination du CONTES. Il a été institué par décret en 2012. C'est un organe tripartite où l'État, les organisations patronales et les organisations des travailleurs débattent de façon libre sur des questions qui ont trait à l'emploi, au travail et à la sécurité sociale. C'est aussi un conseil qui doit émettre des avis sur toute réglementation du travail, notamment notamment les textes d'application du Code du travail qui ont été mis à l'ordre du jour lors de ce conseil. En 2006, donc le Code du travail, c'était la dernière année où il a été donc révisé. Vous l'avez repris aujourd'hui en 2016, une lenteur. Presque 8 années, je pense. 10 ans, oui. Donc, le débat concernait les agences privées et l'emploi. Pourquoi aujourd'hui? Effectivement, en fait, suite au programme d'ajustement structurel, notre pays devait, pour rendre notre économie nationale compétitive, ajuster notre cadre de travail légal. Dans ce domaine, il fallait parachever la législation du travail. Le Code du travail a été promulgué en 2006 et ça fait maintenant 10 ans que le Code du travail est en vigueur. On a pris du retard, c'est vrai, il fallait mettre en place les textes d'application du Code du travail. Ils sont au nombre de 27. Jusqu'à présent, on en a adopté seulement 2. Donc, durant ces 2 jours de séance de travail, le Conseil national se réunit en assemblée plénière pour débattre, examiner et adopter 11 textes d'application, des textes sur les agences privées d'emploi. Pourquoi les agences privées d'emploi? Parce que les agences privées d'emploi devaient se conformer à la réglementation du travail. Il y a un décret qui a été fait en 2004, mais ce décret n'a pas donné beaucoup, en fait, n'avait pas de sanctions contraignantes contre les agences privées d'emploi. Et pour remédier à ça, on a modifié ces décrets, notamment en demandant à ce que l'agence privée d'emploi, le ministre puisse accorder l'agrément. Avant, c'était définitif, maintenant ce sera 2 ans, tous les 2 ans. Il doit renouveler son agrément tous les 2 ans. On a également rehaussé la caution, une caution que l'APE devrait verser au trésor public afin de couvrir en cas de faillite les arriérés ainsi que les indemnités en cas de faillite pour les salariés. Donc on a rehaussé les 4 millions de caution à 10 millions en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il y avait donc la présence du gouvernement, des travailleurs et de l'autre côté du privé. Est-ce qu'il y a eu donc un consensus qui a été trouvé aujourd'hui? Effectivement, ce n'était pas les seuls textes d'application qui ont été examinés lors de ces 2 jours de séance de travail. On a également examiné des textes sur la durée du travail. Sur la durée du travail, on a fait en sorte qu'un employeur puisse aménager son temps de travail, mais permettre à un travailleur d'avoir un repos consécutif journalier de 12 heures. Donc c'était le point culminant. Ensuite, on a fait passer des textes sur l'apprentissage, l'emploi des handicapés, ainsi que l'amendement du Code du travail. On a proposé certains amendements du Code du travail et l'amendement le plus important était la réintroduction du salaire minimum dans les codes du travail. Vous pouvez un petit peu nous expliquer celui du code du travail sur les handicapés. Est-ce que les handicapés pourront accéder comme tout le monde au service des agences privées par exemple? Effectivement, un handicapé c'est un travailleur comme parmi tant d'autres, donc il a droit... S'il est refusé pour son handicap, qu'est-ce que la loi dit? Normalement, c'est le texte qu'on avait présenté, on a examiné, mais il a été en fait pas adopté. Il a été adopté avec amendement, donc on va réexaminer ce texte. On a
eu quelques convergences, divergences avec le membre du Conseil, quelques divergences sur ces textes. C'est le seul texte qui n'est pas passé, mais les autres textes ont tous été examinés et adoptés lors de ce. Qu'est-ce que vous attendez donc de ce débat qui a eu lieu aujourd'hui? Quelles sont les attentes du ministère dont vous représentez? Exactement. En fait, c'est l'idée, l'objectif principal, c'est de défendre les droits des travailleurs. Donc, que ce soit un travailleur qui travaille pour une agence privée d'emploi, une entreprise sur le marché public, sur le marché du travail, il faut que le travailleur dispose à le minimum, les normes minimales de protection que peut lui accorder la législation nationale, mais aussi les conventions internationales du travail. Merci donc Ikram. Je vous rappelle, vous êtes directrice du travail. Ikram Awale Farah pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.